On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Bonjour à tous, cette semaine sur Radio CHU, l'invité de la semaine est Gwenaëlle Lamarque. Alors Gwenaëlle, vous êtes conseiller municipal du Bouscat, docteur et ingénieur de recherche, mais surtout le directeur par intérim de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Alors première question, pour vraiment qu'on comprenne la mission de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, la MEBA qu'on va appeler aujourd'hui, est-ce que vous pouvez présenter cette maison et quelles sont les missions réellement ? La Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine, c'est d'abord une association loi 1901 qui a été créée en 2009 par 3 grandes collectivités territoriales, à savoir la mairie de Bordeaux qui porte le projet, la communauté urbaine de Bordeaux et le conseil régional d'Aquitaine. Ce qui veut dire que c'est une association qui bénéficie d'un soutien de la puissance publique. Ces missions sont les suivantes, c'est plutôt de l'animation, de l'information et de la formation sur l'Union européenne. Et ça vise à rapprocher en fait l'Europe des citoyens en proposant tout simplement un programme d'activité ou d'animation européenne à l'année. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire pour la Maison de l'Europe. Alors concrètement, comment répondez-vous à ces missions ? Alors concrètement, il y a d'abord ce qu'on appelle un calendrier d'action qui s'appelle la saison européenne. La saison européenne, c'est quoi ? C'est plusieurs activités qui sont proposées à un grand public sur l'Europe. Alors, il y a quoi dans cette saison européenne ? Il y a plusieurs axes. Il y a d'abord un axe débat. Je note que le 5 octobre, nous commencerons cet axe débat avec tous les eurodéputés qui viennent ici à Bordeaux pour faire une grande conférence sur l'Europe en 2014, puisqu'en 2014, il y aura des élections européennes et donc les Françaises et les Français sont appelés à désigner leurs représentants au Parlement européen. Et durant toute l'année, on va débattre de la pertinence de ces élections, de la pertinence du Parlement européen, naturellement, mais aussi d'autres sujets qui intéressent naturellement les gens. Je pense aux frontières de l'Europe, où commence l'Europe, où s'arrête l'Europe, les frontières sont-elles en extérieur, à l'intérieur, etc., etc. Donc il y a un axe débat, il y a aussi tout un axe découverte, où on propose aux gens de venir une fois tous les 2 mois découvrir un pays de l'Union européenne ou du continent européen. Le mois de septembre était consacré à la Lituanie, le mois de novembre sera consacré à la Bulgarie, le mois de janvier au Luxembourg, etc., etc. Et aussi, on accueille bien souvent des ambassadeurs qui sont de passage dans la région et qui viennent faire une conférence à la Maison de l'Europe. Je prends 2 exemples concrets. Le mois dernier, c'était l'ambassadeur du Kosovo, le nouvel ambassadeur du Kosovo qui est venu et qui a fait en partenariat avec Sciences Po Bordeaux une conférence à la Maison de l'Europe. Et nous accueillerons vendredi 4 l'ambassadeur de l'Albanie. Donc débat, découverte, mais aussi des formations vers les jeunes publics, vers les jeunes adolescents sur l'Union européenne, sur comment fonctionne l'Union européenne. Un axe culturel avec toute une problématique autour, j'allais dire, d'expositions d'art, d'artistes européens sur Bordeaux, mais aussi d'artistes européens qui viennent là aussi nous présenter leurs œuvres, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que nous répondons à l'attente des Aquitains et des Aquitaines en matière européenne. Et justement, ces Aquitains et ces habitants, voilà, est-ce qu'ils viennent en nombre dans cette maison ? Est-ce qu'ils peuvent déjà venir sans prise de rendez-vous ? Totalement. La Maison de l'Europe est ouverte tous les jours, mis à part le week-end, en gros de 9h30 à 19h, c'est à peu près ça. Tout le monde peut y passer, c'est vraiment une maison qui est ouverte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens viennent pour nous présenter des projets. Et souvent, non seulement on accompagne des projets, on peut dire qu'on est un peu un incubateur de projets européens, mais aussi, on travaille en synergie avec plus de 200 associations locales. Donc, naturellement, c'est une maison qui est très ouverte. Et donc voilà. Alors sur la fréquentation, moi je suis directeur, donc je vais vous dire que le public n'est toujours pas assez nombreux. Mais quand on voit, j'allais dire, le taux d'activité de notre Maison de l'Europe comparativement à d'autres maisons de l'Europe ailleurs en France, on est très très bon. Voilà, mais moi je veux qu'on aille encore plus loin. En 2014, ce sont les élections européennes. On le sait, les élections européennes remportent toujours un faible taux d'abstention, surtout chez les jeunes.
Comment l'expliquez-vous et pensez-vous que l'AMEBA peut vraiment remédier à ça ? Je pense que le problème n'est pas que chez les jeunes, c'est chez les Français en général, où on voit que les taux de participation sont absolument calamiteux et surtout chutent d'année en année, ou plus exactement d'élection en élection. Alors pourquoi ? Je pense que l'une des raisons, et là ça transcende un peu tous les âges, c'est qu'on ne voit pas l'utilité de l'Europe au quotidien. Et l'une des manières pour, intéresser les gens, c'est leur montrer que l'Europe a une prégnance concrète sur leur vie quotidienne et même, au bout de leur rue. Je note par exemple que au dernier village européen que nous avons fait, durant la fête de l'Europe chaque mois de mai, la communauté urbaine de Bordeaux avait fait un stand très intéressant qui exposait avec de grands panneaux toutes les réalisations cofinancées par l'Union européenne sur la Cube. Et là, très concrètement, c'est du concret et ça prouve que l'Europe est importante, est efficace et qu'il faut donc participer à l'élection de la seule institution démocratique de l'Union européenne. Et là, je vais vous dire les choses, moi je ne vais pas faire d'euro-optimisme ou d'euro-béatitude. Le fonctionnement de l'Europe tel qu'il est aujourd'hui doit être amélioré, et l'une des seules voies possibles à mes yeux, c'est de démocratiser ce fonctionnement, et le seul organe démocratique, c'est le Parlement européen. Et en plus renforcé avec l'entrée en vigueur cette année du traité de Lisbonne. Et c'est pour ça que ces élections et l'envoi de députés compétents, déterminés, est absolument nécessaire et central. Et l'AMEBA est là justement pour sensibiliser les citoyens et leur montrer l'importance justement de cette élection. Sensibiliser en toute neutralité, ce qui veut dire qu'on travaille avec toutes les forces politiques. La réunion de samedi 5 octobre va rassembler tous les eurodéputés de notre circonscription européenne, toutes tendances confondues, et l'AMEBA, dans les mois qui viennent, va parler de l'essentiel, rôle du Parlement, participation citoyenne, avenir de l'Europe, avec un message, je pense, tout à fait simple, c'est que l'avenir du continent européen ne pourra pas se faire sans les Européens et donc sans les habitants. Alors ça nous amène à la prochaine question. Pour vous, quels sont les prochains grands défis de l'Europe ? Je pense que on le voit, si jamais je simplifie les choses, on a fait depuis à peu près 50 ans une Europe économique avec un grand espace économique. On a commencé l'Europe juridique avec la citoyenneté européenne, le passeport commun, l'Europe monétaire est fait, bref, on a pris l'Europe par le petit bout. C'est un petit peu l'idée des fondateurs des années 50, de commencer petit peu par petit peu, et d'abord en mettant en place des solidarités de fait de manière technique. Donc ça, on y est arrivé, on est plutôt bien arrivé. L'euro nous a considérablement protégés de la crise, il faut le rappeler. Mais il manque, à mon avis, 3 choses essentielles, et ça doit être un objectif à poursuivre. D'abord, une Europe politique, dans le bon sens du terme. Une Europe politique qui permet d'avoir une gouvernance claire au niveau de l'Union européenne. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, un Parlement qui fonctionne, qui contrôle et qui choisit la Commission européenne. Donc, une Europe démocratique, une Europe politique, avec un Parlement investi des pouvoirs des peuples européens pour gouverner cette Europe. Première chose. Deuxième chose, 25% des Européens de l'Union européenne vivent en dessous du seuil de pauvreté. En 1997, des gouvernements européens, majoritairement de gauche, ont fait l'ébauche de ce que l'on pourrait appeler une Europe sociale. C'est pas assez, il faut aller plus loin. Il faut que les fonds européens, et je pense au Fonds social européen, soient plus importants et aillent en direction des plus vulnérables. 25% de la population en dessous du seuil de pauvreté sur une union qui compte presque 400 millions d'habitants, c'est à la fois intolérable, mais ça doit interpeller. Donc l'Europe sociale, c'est au deuxième point du menu de l'avenir de l'Union européenne. Et je terminerai par la troisième chose, et on le voit très récemment dans ce monde multipolaire, ce monde qui bouge, ce monde où en fait les puissances régionales émergent, nous avons besoin d'une Europe efficace. Et l'efficacité, c'est une Europe qui parle d'une seule voix au niveau international.
Nous avons là encore les outils techniques, juridiques. On a Monsieur Pesque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Pesque, c'est plutôt plus exactement Madame, puisque c'est une femme qui occupe ce poste, c'est Madame Politique étrangère et sécurité commune. Donc, elle existe, mais elle est inaudible et personne ne l'écoute. Et là, il y a tout un effort à faire pour s'harmoniser entre nous avec nos cultures diplomatiques différentes. Je pense à la culture proche de l'OTAN, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, nous notre culture plus, indépendante vis-à-vis de l'OTAN, plus certains pays qui sont totalement neutres comme l'Autriche, etc., etc. On a un grand effort de discussion à faire en interne pour avoir une Europe qui parle d'une seule voix sur la scène internationale. C'est essentiel. Je me résume. Europe politique pour que ça fonctionne mieux, Europe sociale pour aider les plus démunis, Europe efficace pour peser au niveau international face aux grands géants, Russie, Chine et États-Unis d'Amérique. En fait, qu'est-ce que la France peut apporter concrètement à cette vieille Europe, si j'ose dire ? La France est un pays qui est fondateur de l'Union européenne, exactement de la communauté économique européenne. C'est aussi un pays qui est un pays puissant dans le sens que 60 millions d'habitants. C'est un pays aussi qui est représenté au niveau international au Conseil de sécurité de l'OTAN et donc elle a une voix particulière. Mais il faut quand même sortir de l'image d'Épinal. La France seule ne pourra rien proposer. Et c'est en proposant des coalitions à l'intérieur de nos partenaires européens qu'on pourra faire, avancer les choses. Alors, la question, moi je ne suis pas aux responsabilités, je n'ai aucun pouvoir au niveau national, mais je dirais simplement que s'il y avait un but pour la France, c'est toujours d'être dans l'avant-garde et de faire des propositions. Certaines marcheront, d'autres ne marcheront pas, mais de proposer avec un brin d'audace qui peut caractériser notre esprit national. De ne pas sombrer dans l'immobilisme. Surtout pas l'inertie. On est à Bordeaux. Est-ce que vous pensez que Bordeaux et l'Aquitaine sont bien ancrés dans l'Europe ? Alors, je dirais oui, parce que à Bordeaux, j'intervenais au Conseil économique et social de Bordeaux dernièrement et je leur disais qu'à Bordeaux, il existe une empreinte européenne. Rappelons-nous que cette ville s'est toujours inscrite dans une dynamique européenne depuis sa fondation. Elle a été fondée par des Gaulois qui étaient déracinés du Nord, urbanisés par des Romains italianisants, pillés par des barbares nordiques, mais francisés ensuite et anglicisés par nos lointains cousins anglais. 18e siècle, ça a été un grand port cosmopolite, ouverte sur une élite intellectuelle et commerçante, et c'est aujourd'hui une véritable métropole européenne qui compte de par sa renommée au niveau du vin, de par son campus universitaire, de par tout simplement le dynamisme de ces communautés européennes en place. Rappelons-nous, Bordeaux, c'est 49 représentations consulaires, dont la moitié sont européennes, et c'est un nombre tout aussi important de communautés européennes qui sont venues il y a très longtemps, ou plus récemment, qui font vivre la ville de Bordeaux. Deux exemples, la communauté ibérique, portugaise, espagnole, arrivée dans l'entre-deux-guerres pour la plupart, qui ont donné une facette à certains quartiers de Bordeaux, notamment les Capucins, le grand quartier ibérique, et puis plus récemment la communauté roumaine, qui est assez intéressante, puisque c'est toute l'intelligentsia francophile qui est arrivée dans les années 50, fuyant le régime communiste, et puis là on a l'arrivée d'une main-d'œuvre, qui est totalement essentielle pour les chantiers de la communauté d'agglomération. Donc voilà, dans Bordeaux, il y a une empreinte, il y a une dynamique européenne et il y a vraiment une identité européenne. Donc oui, Bordeaux s'inscrit naturellement dans ce processus, mais je suis à la base, je suis historien, je ne sais pas si vous l'avez dit, il y a toujours une nuance, c'est que pour que Bordeaux reste dans le jeu, il faudra qu'elle réussisse son désenclavement, un aéroport plus fourni en termes de destination, des grands axes de communication autoroutiers et ferroviaires qui passent plus rapidement, notamment l'axe Paris-Madrid qui doit vraiment nous apporter beaucoup de choses, et une transformation pour accompagner cette Europe en marche. Et les habitants bordelais, diriez-vous qu'ils sont
qui ne connaissent pas finalement l'Europe. Est-ce qu'ils ont une bonne connaissance de l'Europe, de l'importance de l'Europe? Et est-ce qu'il y a des différences peut-être entre des personnes qui ont connu les prémices de l'Europe à des personnes plutôt plus jeunes qui au final peut-être ils sont un peu perdus dans l'Europe? Comment vous sentez? Alors c'est une question qui est très difficile. Je dirais qu'il y a d'abord effectivement le paramètre générationnel à prendre en compte avec la génération dite de la guerre qui, in fine, ayant vécu sur le territoire bordelais et en Aquitaine le choc d'une guerre, peut comprendre pourquoi il y a le processus de construction européenne qui est d'ailleurs totalement inhérent à la paix. Sur les jeunes générations, il n'y a pas ce facteur traumatique, si j'ose dire, mais il y a une autre connaissance de l'Europe qui est une connaissance liée au voyage et à la mobilité. Je pense bien sûr à Erasmus, on a tout ça en tête, mais même à des voyages plus privés. Rappelons-nous que Bordeaux est à 1h40 de l'Espagne et que beaucoup de jeunes Bordelais vont passer leurs vacances en Espagne. Mais là, il y a, je crois, un énorme décalage entre connaître les cultures européennes, avoir en gros une ouverture vers le cosmopolitisme, vers les autres cultures étrangères, et après comprendre le fonctionnement de l'Union européenne qui pour beaucoup, et ce n'est pas spécifique à Bordeaux, je vous rassure, est un fonctionnement qui est beaucoup trop technocratique. Et donc c'est là l'énorme paradoxe, c'est qu'on a sûrement une jeune génération qui est beaucoup plus européenne de fait de la mobilité que ses parents ou ses grands-parents, mais qui est en décalage total avec un fonctionnement qui est très technocratique. Et je pense que c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils aiment l'Europe, ils vivent l'Europe, ils sont de facto européens, mais ils ne s'intéressent pas à un fonctionnement qui leur parlait abscon. Très bien, merci beaucoup Gwenaëlle Lamarck, c'était très intéressant. Merci à vous. On vous souhaite bonne continuation pour la suite. Vous pouvez réécouter l'invité de la semaine sur notre site radiochu.com.